C'est le plus imposant château de France avec Versailles. Situé en lisière d'une forêt opaque de 20 000 hectares, foulé par plus de 10 millions de visiteurs par an, Fontainebleau en Île-de-France. Fontainebleau, c'est un lieu immense. Des bâtiments qui vont dans tous les sens. Il y a plus de 1500 pièces et sous certains monarques, le château pouvait accueillir jusqu'à 2000 personnes. Les bâtisseurs de Fontainebleau ont réalisé de véritables prouesses architecturales. À l'instar de la galerie François Ier, créée au XVIe siècle, 150 ans avant la galerie des Glaces de Versailles. La galerie de François Ier à Fontainebleau est définitivement un des plus grands chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne en Europe du Nord. Les architectes ont dû relever des défis inhumains. Rarement un tel volume de pierre n'avait été acheminé d'aussi loin. On fait circuler sur des bateaux les charrois de pierre qui descendent l'Oise, puis remontent la Seine pour venir jusqu'à Fontainebleau. Jamais canal aussi vaste n'avait été réalisé jusqu'alors. Un ouvrage de plus d'1 kilomètre de long, inédit au XVIIe siècle. Ça a dû être presque une petite armée qui a dû creuser effectivement ce canal parce que ça supposait des travaux de terrassement considérables. Mais ce n'est pas un hasard. Fontainebleau est la seule demeure de toutes les dynasties de France. Ça a été la résidence de 34 rois et 2 empereurs. Et ils ont tous ajouté leur pierre à l'édifice. Du XIIe au XIXe siècle, François Ier, Henri IV, le roi Soleil et même Napoléon, tous ont contribué à faire de Fontainebleau un complexe tentaculaire. Construction, destruction, travaux de terrassement et souterrains. Ils furent prêts à tout pour exprimer la grandeur de la couronne à travers la pierre de Fontainebleau. C'est une entreprise assez incroyable, sachant qu'en même temps, à cette époque, on n'avait pas les moyens perfectionnés que nous avons aujourd'hui. Voici la fantastique odyssée du plus long chantier de France. 8 siècles, durant lesquels fut façonnée la véritable demeure des rois. Fontainebleau, à 70 km au sud de Paris. Un château hors norme se dresse à l'orée d'un massif boisé. Un domaine éclectique de 46 500 mètres carrés, 10 fois plus vaste que la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il est agrémenté de 130 hectares de parc, soit presque 6 fois plus que le jardin des Tuileries. Une superstructure composée de 1536 pièces, 4 cours, 3 immenses galeries, 2 chapelles et un théâtre. Elle ne fut pas l'œuvre d'un seul homme, mais d'une multitude de rois, de bâtisseurs, durant plus de 8 siècles. C'est une œuvre qui est continuellement reprise par tous les souverains. Chaque souverain va vouloir laisser sa trace ici à Fontainebleau, que ce soit dans le château ou bien dans les jardins. Mais alors, comment cette mégastructure royale a-t-elle pu voir le jour ? Quelles incroyables techniques furent déployées par ces constructeurs pour faire rayonner le pouvoir de la couronne ? À l'origine du château de Fontainebleau, cette forêt gigantesque aux portes de Paris, épicentre du pouvoir. Et un jeu, de tout temps le jeu préféré des rois de France, la chasse. On sait que les rois chassent à Fontainebleau depuis le XIIe siècle. Mais je suppose qu'ils y chassent depuis plus longtemps encore, depuis que la forêt leur appartient. Pour les rois de France, la chasse, c'est vraiment ce qui les distingue du reste du monde. C'est aussi une manière de s'exercer, puisque finalement, ça prépare à la guerre. C'est un exercice très physique qui engage personnellement les souverains. Un jeu pour exprimer son adresse et surtout son pouvoir. Sur un terrain unique en France, privilégié, à l'abri des miasmes et des fléaux. À travers les siècles, on considère que le fait que Fontainebleau soit entouré par la forêt, à une certaine distance de Paris, fait qu'il y a une qualité d'air qui est meilleure que dans la capitale. Et c'est vrai qu'au Moyen-Âge, quand a sévi la grande peste du XIVe siècle, la cour s'est réfugiée à Fontainebleau. Elle a survécu sans dommage. Un air pur qui leur réussissait, et la présence d'une eau pure, elle aussi, en abondance. Peu fréquent à l'époque. Une eau qui serait d'ailleurs à l'origine de tout.
Fontainebleau est un lieu extraordinaire qui tire, comme tous les lieux extraordinaires, son nom d'une légende. La légende, c'est qu'un chien, au Moyen-Âge, s'est égaré dans une chasse royale, et a découvert une fontaine. Cette fontaine, on lui a donné le nom de ce chien. Le chien s'appelait Bliot. Donc la fontaine s'est appelée Fontaine Bello, Fontaine Bliot, et ça a donné son nom au château de Fontainebleau. Si l'histoire du chien égaré appartient à la légende, la fontaine est toujours présente à Fontainebleau. Au Moyen-Âge, le site possède donc des atouts. Mais il a aussi un vice redoutable. Il se trouve au milieu de marécages. Impossible d'imaginer y ériger des fondations solides. Contre toute attente, au XIIe siècle, alors que Saint-Louis, le roi justicier et réformateur, se rend à Fontainebleau, une bâtisse est déjà là. Étonnant lorsque l'on connaît le terrain et les moyens archaïques de l'époque. Mais ce n'est encore qu'un modeste relais de chasse fortifié pour dissuader ceux qui tenteraient de s'attaquer au roi. L'enceinte du château de Fontainebleau se compose alors d'un donjon de 30 mètres de haut, destiné à accueillir le souverain, et d'une cour ovale protégée par des bâtiments défensifs et entourée de douves. C'était un petit château à l'époque, c'était vraiment un relais de chasse. C'est un lieu assez modeste en fait, mais qui déjà est important parce qu'il y a un grand donjon qui subsiste aujourd'hui. Du château médiéval, il ne reste aujourd'hui que le donjon, une construction massive de base carrée. N'importe qui n'avait pas le droit de construire un donjon. Le souverain avait sa chambre au premier étage. Et cette chambre du roi a été installée à cet endroit-là jusqu'à la Renaissance. Conçu pour préserver le roi des assauts les plus violents, les murs de ce donjon font plus de 3 mètres d'épaisseur et possèdent un système de circulation interne. Des escaliers, réalisés à l'intérieur même des murs, assurent le passage des gardes qui peuvent ainsi faire le tour du bâtiment et évoluer d'étage en étage sans jamais avoir à traverser les pièces de vie du souverain. Une performance architecturale, mais une technique éprouvée en ce bas Moyen-Âge où le souverain doit se protéger en permanence et par tous les moyens. Quoi qu'il en soit, le premier édifice de Fontainebleau est encore loin, très loin, du palais démesuré qu'il va devenir. Deux siècles plus tard, de 1337 à 1457, la guerre de Cent Ans fait rage entre la France et l'Angleterre. Le château de Fontainebleau, délaissé, va tomber en ruine. L'abandon de Fontainebleau pendant la guerre de Cent Ans est en partie dû au fait que le château n'est pas un site assez bien conçu pour la guerre. Au beau milieu de son immense forêt, le château est donc oublié. Mais un nouveau roi de France va bientôt changer le cours de son histoire. Déployer une énergie herculéenne pour transformer le modeste relais en un palais grandiose de la Renaissance. 2 cours, une galerie gigantesque, des bâtisses imposantes, du jamais vu dans le royaume de France, sur un terrain toujours aussi hostile. Ce monarque, c'est François Ier. Sacré à Reims en 1515, il est le roi emblématique de la Renaissance française. Le grand rival de l'empereur germanique Charles Quint et un bâtisseur acharné. L'une des résidences sur lesquelles il va jeter son dévolu, Fontainebleau. François Ier, à un moment donné, il est tombé amoureux du site de Fontainebleau. Ça, c'est certain. Le roi viendra pour le plaisir de la chasse aux bêtes rousses et noires, c'est-à-dire aux sangliers et aux cerfs et aux chevreuils. J'aime tout particulièrement ce que François Ier a dit en 1543. Même quand je serai dans mon cercueil, j'irai à la chasse. La chasse, encore et toujours, et aussi la proximité de la capitale. Fontainebleau est assez éloigné de Paris pour s'échapper de la ville, et en même temps, il est assez proche pour rester en contact régulier avec le gouvernement, avec le cœur du pouvoir du royaume. Habitué du château d'Amboise, le roi aime le faste. Et il veut aussi affirmer son pouvoir.
Alors s'il doit résider à Fontainebleau, la demeure doit être digne de son rang. Mais avec la ruine dont il hérite, sur un terrain glissant et instable, la tâche s'annonce périlleuse. Heureusement, François Ier va être aidé par la forêt. Sa superficie offre une ressource inépuisable de bois pour la construction et la nature de ses sols, de la pierre en abondance, du grès. Donc on a tout autour de la cuvette de Fontainebleau dans laquelle nous sommes installés des carrières qui servent depuis toujours pour tirer cette pierre qui est très résistante. Le grès de Fontainebleau est si exceptionnel qu'il a servi pour les pavés du château de Versailles ainsi que pour toute la ville de Paris. Le plan de François Ier donc, utiliser les ressources qui sont à sa disposition. Mais comment construire le palais dont il rêve sur le terrain marécageux de Fontainebleau ? Son idée astucieuse, garder les fondations du château médiéval situé autour de la cour ovale. Ce sont les seules à avoir résisté à l'épreuve du temps. Elles sont donc immuables. Le roi fait simplement abattre l'enceinte fortifiée et les tours pour y construire de nouveaux édifices. Il restaure aussi le donjon qui abritera ses appartements. Le donjon qui est toujours au cœur de l'actuel château. Passionné par ce chantier, François Ier imagine tout, décide de tout. Aidé seulement de son directeur des travaux, Gilles Le Breton. À l'époque, il n'a pas d'architecte. Mais alors comment a-t-il réussi cet exploit ? Sa force, le déploiement d'une main-d'œuvre colossale qui va travailler jour et nuit pour satisfaire ses désirs. La première campagne de construction qui va permettre au roi, à sa famille, à son entourage de s'installer dans le château de la Cour Ovale, elle prend à peu près 2 ans. Or, c'est une période très courte. Aujourd'hui, on ne ferait pas mieux avec les moyens techniques qu'on a. Une première campagne de construction de 1528 à 1530 qui se conclut en apothéose avec cette entrée de 34 mètres de haut, la Porte Dorée. Constituée de plusieurs arches superposées et richement décorées. Inspiré de ces campagnes italiennes, c'est le premier ouvrage Renaissance du château, celui qui va ouvrir la voie à tout le reste. Unique en son genre, cette entrée est conçue pour impressionner. Et François Ier ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Quelques années avant le retour du roi à Fontainebleau, Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, a humilié François Ier en le faisant captif à Madrid durant plus d'1 an. Le souverain français n'a jamais oublié. Pour François Ier, sa captivité est une catastrophe, un désastre sans précédent. La captivité de François Ier en Espagne l'a marqué pour toujours. Mais dans un sens, elle a eu un impact favorable sur lui. Il avait désormais une vision très claire de ce qu'il voulait faire après. Ce qui en aurait brisé certains l'a rendu plus fort et a façonné le formidable monarque que nous connaissons. Fontainebleau sera le théâtre de sa revanche. François Ier veut redorer son blason et démontrer sa puissance à son rival Charles Quint. Il lui faut donc faire de nouveaux travaux. À partir de 1531, le souverain ordonne la création d'un ensemble d'édifices imposants à l'emplacement d'une ancienne abbaye rachetée par la couronne. 4 nouvelles ailes, disposées autour d'une cour rectangulaire fermée, voient le jour et triplent la surface de Fontainebleau. Il devient alors le plus grand château de France, devant Chambord. L'ouvrage dont François Ier sera le plus fier, sa galerie Renaissance, qui relie désormais la nouvelle cour rectangulaire à l'ancienne cour ovale. Jamais bâtisseur n'avait réalisé un tel ouvrage en France. C'était le privilège de Rome. Son immense passerelle couverte de 60 mètres de long doit surpasser tout ce qui existe alors. Elle devient la plus vaste de tous les royaumes d'Europe, la plus fastueuse aussi. La galerie a une double fonction, effectivement pratique, puisqu'il s'agit d'aller d'un endroit à l'autre, de s'y promener, et symbolique, en faisant la démonstration de la richesse ou de la culture du personnage qu'il a fait construire. Un couloir luxueux et colossal, créé 1 siècle et demi avant la Galerie des Glaces de Versailles. François Ier en conserve la clé autour du cou et la réserve à ses invités de marque. Personne ne doit ignorer qu'il en est le commanditaire. Partout, il y fait figurer son initiale, le F, et son emblème, la salamandre.
La salamandre exprime en fait l'immortalité. C'est un animal, un reptile qui est censé résister au feu, qui est censé ressusciter dans les flammes. Pour le roi, c'est symboliser sa pérennité, sa permanence, son immortalité. Pour décorer sa galerie et son château, François Ier ne recule devant rien. Il fait venir d'Italie les plus grands artistes de l'époque. Le mécénat est un moyen d'affirmer sa suprématie. Fontainebleau est alors assimilé à une nouvelle Rome. Le roi de France est le souverain le plus puissant, le plus riche, le plus généreux avec les artistes dans toute l'Europe. La France de l'époque, c'est New York, quoi, d'une certaine façon. François Ier jouit d'une popularité telle chez les artistes que Léonard de Vinci en personne lui lèguera sa précieuse Joconde. La Joconde qui ornera les murs des appartements privés des monarques à Fontainebleau jusqu'en 1666. Au-delà des arts et de la pierre, François Ier voit toujours plus grand. Il veut remodeler le territoire, contrôler la nature hostile qui l'entoure. Seulement, comment domestiquer des terres marécageuses, sauvages, traversées par un ruisseau? Le souverain s'entête. Il finit par trouver une solution, en détournant et drainant les eaux stagnantes pour en faire un réseau de petits canaux serrés. Il va parvenir à créer un grand jardin Renaissance de 8 hectares et dessiner un ensemble régulier de 12 îlots rectangulaires. Au prix d'un travail méthodique, les ouvriers de François Ier réussissent à dompter l'eau qui n'était auparavant qu'une force hostile. Un terrain qui, de prime abord, est ingrat, va se révéler être quelque chose de tout à fait exceptionnel et très intéressant pour être mis en valeur. Satisfait de ses réalisations, en 1539, François Ier juge que le moment est venu d'inviter à Fontainebleau son grand rival, Charles Quint, un adversaire avec lequel il compose depuis trop longtemps. L'empereur germanique doit justement traverser la France pour rejoindre les Flandres où règne un climat insurrectionnel. Mais il ne veut pas s'attarder à Fontainebleau. François Ier n'est pas du tout de cet avis. François Ier veut l'éblouir, veut l'épater. François Ier, avec peut-être en tête toute une stratégie, a organisé une série de festivités extravagantes. Une démonstration de puissance à laquelle est forcé d'assister Charles Quint. À son tour, le voici à la merci de son ennemi. François Ier jubile. Grâce à son château Renaissance, qu'il développera jusqu'à sa mort en 1547, il aura pu moucher son rival et affirmer au monde sa toute-puissance. Ses successeurs n'auront de cesse de préserver son héritage. À la mort de François Ier, Henri II, son fils, est sacré roi de France. Sa femme est la terrible Catherine de Médicis. Leur ambition commune, se réapproprier le château de Fontainebleau. Henri II a grandi dans ses murs, mais à la fin du XVIe siècle, il estime que la bâtisse a vieilli. Catherine de Médicis exige que l'on remplace le grès de Fontainebleau par la pierre la plus noble de France, le calcaire. Gabriel, l'architecte de Louis XV, par exemple, il dit « mais il n'est pas possible pour le roi d'utiliser une pierre aussi moche que le grès ». Mais à Fontainebleau, point de calcaire. C'est au nord de Paris, à 100 km de là, que les ouvriers du roi vont dénicher la plus belle roche. Dans les carrières de Saint-Leu-la-Forêt. La même pierre que le roi Soleil utilisera pour Versailles. Sauf que pour l'acheminer au beau milieu du XVIe siècle, l'entreprise est délicate. On fait circuler sur des bateaux les charrois de pierre qui descendent l'Oise, puis remontent la Seine pour venir jusqu'à Fontainebleau. Donc la présence de la Seine à côté du château, c'est la présence d'une autoroute. Le calcaire devra dissimuler le grès. La façade de la galerie François Ier a été recouverte par ces pierres dorées. Et on aperçoit ici, dans l'embrasure, ce qui reste des grès du temps de François Ier. Le grès est une pierre relativement fruste.
Donc on va utiliser plutôt une pierre calcaire, plus tendre, plus facile à tailler, plus facile à mettre en œuvre et pour laquelle on peut plus facilement avoir des joints impeccables. Ce passage du grès au calcaire explique les différences de ton des façades, caractéristiques du château de Fontainebleau. Mais cela ne suffit pas à Henri II et Catherine de Médicis. Une pièce maîtresse manque à leur château. Une immense salle de réception pour leurs hôtes de marque. Le roi ordonne sa construction dans l'une des ailes de la cour ovale, à un endroit inattendu, là où François Ier avait prévu l'aménagement d'une terrasse couverte. On pense que le projet initial de cette salle était une simple loggia avec des ouvertures sur l'extérieur et des grandes voûtes dont on a encore le profil au-dessus de la cheminée. À l'origine, des piliers étaient conçus pour supporter une voûte monumentale. Les détruire serait une hérésie. Henri II décide de garder l'impressionnante maçonnerie. À la place des voûtes, il fait construire un plafond à caissons extrêmement ingénieux. À la charpente, qui repose sur ces piliers, on suspend des milliers de tiges métalliques qui retiennent une immense grille en bois. C'est sur cette structure suspendue que l'on va coller les caissons décoratifs. Le plafond est très spectaculaire et massif parce que les reliefs sont très importants. Ce plafond n'est qu'un décor. Il est suspendu par des structures métalliques importantes à la charpente qui portait elle-même au-dessus la couverture. Salle de réception, façade en pierre calcaire. Sous le règne d'Henri II, le château de Fontainebleau s'anoblit. Mais c'est sous l'égide de l'un de ses successeurs qu'il va devenir tentaculaire. Le roi qui va marquer Fontainebleau au fer rouge, c'est Henri IV, devenu roi de France en 1589. On appelle souvent Henri IV le bon roi Henri. C'est qu'il était très apprécié pendant son règne et jusqu'à aujourd'hui, on se rappelle de lui comme peut-être le plus sympathique de tous les monarques français. Le souverain qui hérite d'un royaume ravagé par les guerres de religion depuis près de 40 ans va réussir à sortir de l'impasse. Il abjure sa foi, se convertit au catholicisme et signe l'édit de Nantes qui accorde de nouveaux droits aux protestants. Grâce à l'édit de Nantes, Henri IV amène la paix et met un terme définitif aux guerres de religion qui avaient rongé la France les générations précédentes. Il est connu pour s'être converti et avoir dit « Paris vaut bien une messe ». C'était ce qu'Henri IV avait de mieux à faire pour éviter que son pays ne se déchire. La paix retrouvée, Henri IV se tourne vers le château de Fontainebleau, sa résidence favorite. Il y séjournera 1200 jours. Ce qu'on ne sait pas suffisamment, c'est que c'est un roi bâtisseur. Il a aussi voulu redonner son lustre à la monarchie. Et il a utilisé beaucoup Fontainebleau pour ce faire, où il a fait énormément de travaux. Henri IV a transformé profondément le château. Et même à cette époque, le château ne pouvait pas héberger toute la cour. De nombreuses personnes logeaient à l'extérieur et venaient y passer la journée. En moins de 10 ans, Henri IV va transformer le visage de la demeure royale, multiplier par 4 la surface du château. Il ordonne la construction de spacieuses bâtisses, d'une galerie encore plus vaste que celle de son aïeul, François Ier. Pour améliorer le quotidien de la cour et de sa table, le souverain décide de 3 nouveaux corps de bâtiments qui vont former une nouvelle enceinte. C'est la cour des offices, qui dote désormais sa demeure de grande cuisine, de garde-manger et de vaisselier. Tous les rois mangeaient bien. Mais sous Henri IV, c'était à une toute autre échelle. La manœuvre était politique autant qu'architecturale, et quand on voit la cour aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer que de si grands bâtiments étaient consacrés uniquement à la table du roi. Henri IV a surtout une obsession, métamorphoser la cour ovale pour permettre une meilleure circulation dans son château. Il rase la partie est de la cour et l'agrandit. Mais comment préserver l'harmonie de l'ensemble ? Comment donner à la cour ovale une apparence rectiligne ? La solution astucieuse, créer des façades écrans, qui permettent ainsi de conserver une chapelle du temps de François Ier. Nous sommes ici dans un couloir
entre la chapelle originelle du temps de François Ier, chapelle Saint-Saturnin, et cette façade écran qui a été placée par l'architecte d'Henri IV pour unifier la cour ovale. Grâce à ce trompe-l'œil monumental, la cour ovale n'a plus d'ovale que le nom. Mais pour Henri IV, le plus grand chantier reste à l'œuvre, celui de la maîtrise de l'eau. Et pour les extérieurs de Fontainebleau, le roi est prêt à tout. Et les gens qui ont vécu à cette période ont vécu avec très peu d'eau à leur disposition. Pour le roi, le fait d'avoir de l'eau jaillissante dans ces domaines, c'est effectivement montrer sa richesse, sa puissance, sa capacité à domestiquer les éléments. Henri IV confie la construction de ces ouvrages à des ingénieurs hydrauliciens italiens renommés, les frères Franchini. Ils avaient l'expérience, ils avaient le savoir-faire pour construire justement à la fois des ouvrages hydrauliques, mais également pour alimenter et créer des jeux d'eau, puisqu'ils étaient en même temps des créateurs. À la demande du souverain, les Franchini doivent placer des fontaines dans toutes les cours du château. Un défi pour l'époque, qui va demander l'installation d'un réseau souterrain très complexe. Au total, ce seront 3 aqueducs qui alimenteront les pièces d'eau du domaine. Celui de François Ier, d'1,5 km, a un débit d'environ 30 litres d'eau par seconde. Il y a des constructions sous la terre qui sont importantes. Il n'y a pas que les superstructures, il y a aussi tout ce qui est infrastructure et qui a été réalisé sur plusieurs siècles. Mais les Franchini se rendent compte que les 2 aqueducs dont ils disposent, ceux d'Henri II et de François Ier, ne suffiront pas pour alimenter tous les ouvrages. Il leur faut en construire un 3e. Ce sera l'aqueduc Henri IV. Souterrain et long de près d'1 kilomètre, il transportera, comme les précédents, les eaux de manière gravitaire grâce à une pente de seulement 1%. Ce qui demande quand même une précision d'un point de vue d'implantation et de topographie qui était pour l'époque incroyable. Les eaux de l'aqueduc transitent par le bassin de régulation et de filtration. Dans le système hydraulique, nous avons là de ce côté-ci l'aqueduc Henri IV avec sa rigole centrale qui se jette dans ce bassin central. Il agit comme un filtre. On voit d'ailleurs les dépôts au fond du bassin. Ensuite, un changement de direction qui s'opère pour acheminer les eaux vers les jardins. Mais le travail des frères Franchini ne s'arrête pas là. Il leur faut aussi apprivoiser le ru de Changy. Un petit ruisseau qui traverse la propriété du roi et inonde ses jardins. Et pour cela, ils vont avoir une idée habile, canaliser le ru. L'ouvrage est démesuré et problématique, car le terrain est en pente. Il faut réaménager tout l'environnement, creuser d'un côté et remblayer de l'autre pour créer une surface plane sur plus d'1 kilomètre. Alors, on ne sait pas exactement comment cet ouvrage a été réalisé, mais il a fallu beaucoup d'hommes et des moyens mécaniques pour réaliser ces travaux avec des bêtes. Il fallait beaucoup d'animaux pour charrier évidemment les terres, puisqu'on les a transférés d'un point à un autre. Ça a dû être presque une petite armée qui a dû creuser effectivement ce canal parce que ça supposait des travaux de terrassement considérables. C'est une entreprise qui paraît de nos jours assez incroyable, sachant qu'en même temps, à cette époque, on n'avait pas les moyens perfectionnés que nous avons aujourd'hui. Henri IV se passionne lui-même pour la construction du canal. Son entourage rapporte qu'il peut rester à observer le chantier 5 à 6 heures durant. Il a surveillé les travaux pendant des jours et des jours. Il s'asseyait, regardant des ouvriers travailler. Au total, il faudra 3 ans aux ouvriers des Franchini pour construire le Grand Canal, qui deviendra un lieu de divertissement et de faste de la cour, et surtout, le plus long de France. Le Grand Canal qu'Henri IV a construit était une nouveauté. Il y avait eu des plans d'eau semblables, mais jamais rien de cette taille. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'un canal similaire a été construit à Versailles.
Les caractéristiques du Grand Canal sont tout à fait impressionnantes. Ça me fait tourner la tête avec donc une longueur de 1200 mètres, une largeur de 37 mètres, ce qui fait une surface d'environ 46 000 mètres carrés et une capacité donc de ressources en eau de 140 000 mètres cubes. Grâce à ses fontaines, son aqueduc et son grand canal, Henri IV réussit donc à dompter l'eau comme jamais un roi de France ne l'avait fait avant lui. Maîtriser l'environnement et s'étendre, telles étaient les volontés d'Henri IV. Avec plus de 50 000 mètres carrés de superficie, presque autant que le château de Versailles 100 ans plus tard. Fontainebleau est à ce moment-là la mégastructure du grand siècle. Durant ce grand siècle, un roi moins attendu va contribuer à la magnificence du château, le roi Soleil. Un monarque dont on oublierait presque la présence à Fontainebleau. Contrairement à ce qu'on dit souvent, Louis XIV a été très présent à Fontainebleau. Et c'est un peu étonnant, en fait, parce qu'on sait que la cour, à la demande du roi, se sédentarise à Versailles. Versailles n'était absolument pas sa seule résidence. Le roi Soleil est même, selon les experts, le souverain qui passa le plus de temps à Fontainebleau. C'est là qu'il signa un acte historique, la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Une décision qui interdit à nouveau le protestantisme dans le royaume. C'est là aussi qu'il trouva asile pendant la construction de Versailles. Ça devient une résidence qui permet à toute la cour de se sortir de Versailles. Louis XIV trouve en Fontainebleau une demeure à la mesure de sa cour. Les logis sont volumineux, les communs fonctionnels et confortables. Cependant, il manque au roi Soleil un grand jardin à la française. En 1660, il confie au paysagiste André Le Nôtre la création d'un grand parterre. Le jardinier du roi hérite d'une tâche inextricable. C'est devenu un jardinier confirmé qui a déjà commencé à travailler, à créer les perspectives de Versailles, qui a créé les perspectives de Vaux-le-Vicomte. Son but va être d'unifier toute cette série de jardins qui avait été créés par François Ier et par Henri IV et qui étaient une addition de jardins. Alors comment créer un jardin à la française à partir d'un espace fermé entouré de murs ? On va ouvrir, on va faire disparaître les murs, on va connecter le jardin à son environnement. Le paysagiste décide d'ouvrir et de redessiner tous les parterres dans l'alignement du Grand Canal. Une idée lumineuse qui crée une perspective grandiose. C'est une perspective qui se perd jusqu'à la Seine. C'est vraiment l'épine dorsale du système d'aménagement voulu par André Le Nôtre et qui en profite pour connecter le jardin français qu'il crée avec le Grand Canal qui avait été construit 50 ans auparavant sous le règne d'Henri IV. Tenace, André Le Nôtre réussit à faire d'un jardin illisible une véritable œuvre d'art. Il faut tout le talent de Le Nôtre pour mettre en place des phénomènes de faux axes, des éléments qui partent en sifflet, d'un trapèze, réussir à faire croire qu'il s'agit d'un carré. Enfin, tout ça, c'est des éléments presque d'illusionnistes qui permettent de créer là un jardin classique. C'est toute cette façon de voir, de reconfigurer, de réaménager le paysage et de reconnecter avec la forêt qui est partout présente qu'on peut trouver le trait de génie d'André Le Nôtre. Le parterre, autrefois orné de broderies de buis, atteint des proportions inégalées. Ces 4 compartiments couvrent chacun 8300 mètres carrés. On est dans une réalisation qui va précéder de très peu la création des parterres de Versailles. Mais les parterres de Versailles n'auront jamais cette dimension énorme du parterre de Fontainebleau. C'est spectaculaire. Ça n'avait jamais été créé de ces dimensions-là. On est obligé d'abandonner progressivement le traitement des buis et des broderies parce que ça représente trop de travail et que finalement l'échelle dépasse les capacités humaines de les maintenir. Aujourd'hui, avec ses 14 hectares de superficie,
l'œuvre d'André Le Nôtre est toujours le plus grand parterre d'Europe. Grâce à ses jardins à la française, sa marque de fabrique, Louis XIV laissera donc une empreinte forte à Fontainebleau, même s'il ne touche pas au bâtiment de ce qu'il considère comme une maison de famille. C'est une maison qu'on hérite de son père ou de son grand-père. Et quand vous héritez de quelque chose de cette nature, un bien patrimonial, un bien familial, eh bien vous avez à cœur de le conserver. C'est exactement la ligne directrice de Fontainebleau. C'est la maison de famille des rois de France. On ne fait pas une tabula rasa de la maison de famille des rois de France. Chaque génération a écrit son histoire en réutilisant le legs des générations passées. Et c'est ça qui fait tout à fait la force et l'intérêt de Fontainebleau. Le roi Soleil fait grand usage de ce que lui ont légué ses aïeuls. Notamment l'escalier en fer à cheval, hérité de son père, le roi Louis XIII. Un ouvrage monumental et d'une forme totalement inédite qui remplace un escalier devenu obsolète. L'escalier construit dans les années 1630 est nettement plus grand et plus impressionnant que le premier escalier. Je pense qu'il y a une raison fonctionnelle à cette démolition. C'est qu'on voulait permettre le passage des voitures jusqu'au pied de l'escalier. Grâce à sa hauteur et à sa nouvelle forme, les carrosses peuvent désormais déposer les souverains directement au pied de la double volée de marche, avant de faire demi-tour en passant sous les arcades. Un escalier plus astucieux donc, et surtout 2 fois plus grand que le précédent. D'une emprise au sol exceptionnelle, 21 mètres de long comme de large. Il aurait presque pu se loger à l'intérieur de l'escalier actuel. Donc vous voyez qu'il y a une différence de proportion assez sensible entre les deux. L'escalier en fer à cheval permettra au roi Soleil de mettre en scène de façon théâtrale ses entrées et ses sorties de Fontainebleau. Au fil des siècles, grâce aux contributions des Bourbons, la grande demeure des rois tient bon, du moins jusqu'en 1789 et la Révolution française. Fontainebleau passe alors à 2 doigts de la démolition. On a même des projets assez terrifiants quand on y pense aujourd'hui d'anéantissement complet de la résidence royale, puisque finalement c'est le symbole de la monarchie. Il y a un risque qu'un jour quelqu'un veuille se la réapproprier. Donc il y a des gens qui plaident pour qu'on démolisse complètement ces bâtiments qui sont devenus inutiles. Finalement, la superstructure, symbole de la monarchie absolue, est épargnée. Seul son mobilier est pillé. Quelques années plus tard, un empereur va même lui redonner toute sa puissance. Lorsque Napoléon Ier s'empare du pouvoir en 1804, il réinvestit le château de Fontainebleau avec un but clair en tête. Se placer en toute simplicité dans la lignée des rois de l'Ancien Régime, sans s'attirer le courroux du peuple. Je pense que la raison pour laquelle Napoléon Ier a choisi Fontainebleau plutôt que Versailles, c'est que Versailles était tout simplement trop étroitement associé à l'Ancien Régime. Avant la Révolution, Versailles était l'ennemi incarné par la brique, le mortier et le marbre. Mais lorsqu'il arrive à Fontainebleau, Napoléon hérite d'un château vide et en piteux état. Il s'appuie alors sur ses architectes officiels, Charles Percier et Pierre Fontaine, auteurs également de la rue de Rivoli à Paris, pour faire renaître l'édifice. Napoléon est très important dans l'histoire du château parce que non seulement il le fait remeubler, mais on peut dire qu'il le sauve. Parce que si Napoléon ne s'était pas intéressé à Fontainebleau, s'il n'avait pas décidé d'en refaire une résidence du pouvoir, qu'est-ce que serait devenu le château ? Napoléon est d'autant plus pressé de restaurer Fontainebleau qu'il compte y inviter le pape Pie VII à l'occasion de son sacre en 1804. Le remeublement pour le séjour du pape a dû se faire dans une frénésie absolument invraisemblable avec des charrois de meubles qui arrivaient de Paris et qui ont permis de remeubler le château. On réalise ce tour de force, un véritable prodige, en réinstallant, en recréant des appartements dans cette maison, en prélevant du mobilier chez les ébénistes qui les ont en commande, et on recrée des appartements sublimes en un temps record, 19 jours, dit-on à l'époque, pour accueillir le pape.
Mais Napoléon ne s'arrête pas là. Si Fontainebleau doit incarner l'Empire, il doit lui accoler son sceau. En 1808, il ordonne la création de sa salle du trône, en lieu et place de la chambre du roi. Sous l'Empire, Napoléon ne souhaite pas réutiliser la chambre de ses prédécesseurs, il veut marquer qu'il y a eu une coupure définitive, qui est la coupure de la Révolution. Donc il n'est plus question de réutiliser le cérémonial royal, on enlève le lit, mais de manière symbolique, on y place le trône, c'est-à-dire le symbole même de son pouvoir à lui. Fontainebleau, ce n'est pas une résidence de plaisance, ce n'est pas une résidence secondaire, c'est un lieu où il va pouvoir exercer la plénitude du pouvoir. La présence de la salle du trône, c'est ça ce que ça veut dire. Durant son règne, Napoléon Ier va accueillir dans cette salle toutes les têtes couronnées d'Europe. Elle est aujourd'hui la seule de France, préservée dans son état historique et avec son mobilier d'origine. L'empereur est également le dernier occupant du château à en changer l'orientation. Pour lui qui veut se démarquer des Bourbons, l'entrée principale doit se faire face à la ville, au peuple. Il fait donc détruire une aile de la cour d'honneur créée 300 ans auparavant et la remplace par une grille majestueuse qu'il façonne à sa gloire. On trouve sur la grille le N de l'empereur, couronné, les aigles qui sont de part et d'autre de la porte d'entrée. Et puis, il y a le foudre de Jupiter également, Napoléon s'assimilant effectivement au pouvoir de Jupiter. Mais la gloire et la puissance affichées à l'entrée du palais ne vont pas suffire à préserver l'empereur de ses déboires lors des campagnes de Russie et d'Europe centrale. Fontainebleau est le dernier refuge de Napoléon dans une France complètement assiégée et envahie par les troupes étrangères. Contraint d'abdiquer, c'est à Fontainebleau que Napoléon fait ses adieux à la France avant de partir pour l'île d'Elbe, le 20 avril 1814. Les troupes sont rangées, attendent l'empereur. L'empereur descend, son chapeau à la main, coiffe son chapeau, embrasse le drapeau, s'adresse à sa vieille garde en des termes extrêmement émouvants. Adieu mes enfants, je voudrais vous presser tous sur mon cœur, que j'embrasse au moins votre drapeau. Napoléon aura définitivement imprimé sa marque à Fontainebleau, même s'il y aura passé peu de temps, moins de 6 mois, trop occupé sur le champ de bataille. Mais quelques décennies plus tard, Napoléon III, sacré empereur en 1852 après son coup d'État, va poursuivre l'œuvre de son oncle. Il réside majoritairement à Paris au Palais des Tuileries. En revanche, il ne peut délaisser Fontainebleau. Le château fait partie de son héritage. Je pense que dans sa tête, il était important de renforcer le lien dynastique qu'il avait avec son oncle, parce que Napoléon Ier était étroitement associé au château de Fontainebleau. Et Napoléon III voulait que cette association soit imprégnée dans l'esprit du peuple. À partir de 1857, Napoléon III et l'impératrice Eugénie passent tous leurs étés à Fontainebleau. Le château est prestigieux, assez pour recevoir la cour parisienne, mais pas seulement. Comme tous les souverains, Napoléon III a utilisé le château de Fontainebleau comme un outil de sa diplomatie. Il a reçu dans cette résidence quantité de têtes couronnées du monde entier. Problème, Fontainebleau manque d'un théâtre. Or, pour l'empereur, qui décidera de l'Opéra Garnier, ce n'est pas un luxe, mais une pièce stratégique de sa diplomatie. En 1854, Napoléon III confie cette tâche à Hector Lefuel, l'un des architectes du Louvre. Le théâtre de Napoléon III et d'Eugénie à Fontainebleau, il est créé dans l'euphorie du début du règne de Napoléon III, dans le moment où l'Empire se met en place, où on se reconstitue une société de cour après l'épisode de la Révolution de 1848. Mais où créer un théâtre de 400 places dans l'enceinte de Fontainebleau? Et vite, car l'empereur est pressé. L'architecte va devoir relever le défi. L'homme de confiance de l'empereur a une idée surprenante. Plutôt que de construire un nouveau bâtiment, il veut utiliser une aile de la cour d'honneur pour y insérer son ouvrage. À partir du moment où le bâtiment existait, c'était plus facile de s'affranchir des questions de fondation, de toutes ces choses-là. L'architecte a dessiné plusieurs projets de théâtre qui étaient
assez difficile à concevoir compte tenu de la faible distance qu'il y avait entre les façades. Les théâtres sont en général au XIXe siècle relativement larges. Finalement, dans un bâtiment de seulement 14 mètres de large, l'architecte réussit l'exploit de faire tenir non seulement la scène, mais surtout une salle ovale assez vaste pour accueillir la cour et ses invités. Il arrive à insérer un rond dans un carré. Alors l'insertion dans l'aile était compliquée d'abord à cause de la figure relativement étroite, ensuite à cause des différents niveaux qu'il fallait installer en respectant évidemment le niveau du sol et la toiture. On a vidé complètement l'aile, démonté la couverture et à partir de ce moment-là, on a pu reconstruire le théâtre à l'intérieur de ces deux façades. Il a réussi à faire entrer un tout petit théâtre dans une aile du château sans en changer l'enveloppe extérieure. Impossible d'imaginer qu'il y a un théâtre à l'intérieur avant d'ouvrir la porte et d'y entrer. Le résultat, une salle richement décorée de 42 mètres de long sur 14 mètres de large et une capacité de 430 spectateurs. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette salle a été créée par Hector Lefuel en un temps record. On parle d'une année et demie, on a travaillé, les gens ont travaillé jour et nuit. Inaugurée en 1857 pour la venue du grand-duc Constantin de Russie, on dira de cette salle qu'elle était l'une des plus élégantes qu'on puisse rêver, un vrai bijou. Au fil du temps, le petit relais de chasse de Fontainebleau s'est donc métamorphosé en un palais tentaculaire, doté de galeries gigantesques, de 4 cours, d'un canal impressionnant, du plus grand parterre d'Europe et d'un théâtre privé. Le château a abrité toutes les têtes couronnées de France, de Saint-Louis jusqu'au Bonaparte. Il s'est imposé comme un instrument du pouvoir royal et impérial. Napoléon Ier le rebaptisera d'ailleurs la vraie demeure des rois, la maison des siècles.